Bonjour et bienvenue. Alors quand on parle de survie, on pense tout de suite à des techniques, à des gadgets, à des listes de choses à faire. Mais et si la règle la plus importante, la véritable règle d'or, ce n'était pas une action mais plutôt une façon de penser? Aujourd'hui, on va explorer ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui s'en sortent et les autres. La question a l'air simple, comme ça, mais la réponse, elle, est beaucoup plus profonde qu'on pourrait le croire. Finalement, ce n'est pas tant ce qu'on a dans son sac à dos qui compte, mais bien ce qu'on a entre les deux oreilles. En fait, on a deux approches qui s'opposent. D'un côté, les règles que tout le monde connaît, celles qui se concentrent sur le corps, sur les actions physiques immédiates. Et de l'autre, il y a la règle d'or des vrais survivants, la maîtrise totale de son esprit. Parce que, soyons clairs, savoir quoi faire ne sert absolument à rien si notre cerveau nous empêche de le faire. Bon, avant de plonger dans les profondeurs de la psychologie, il faut quand même connaître les bases, c'est essentiel. Et ces bases, ce sont les fameuses règles techniques, les priorités vitales qu'on retrouve dans n'importe quel manuel de survie. Et voici la plus célèbre d'entre elles, la règle des 3. C'est un moyen hyper simple de se souvenir de l'ordre des priorités, de ce qui va nous tuer le plus vite. 3 minutes sans air, 3 heures sans abri par grand froid, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Cet ordre, il est impitoyable. Il dicte nos premières actions pour rester en vie, point. Mais voilà le truc. On peut connaître cette règle par cœur, la réciter sans problème. Sauf que, au moment où la crise frappe vraiment, un tout autre adversaire entre en scène. Et croyez-moi, il est bien plus dangereux que le froid, la soif ou la faim. Et cet adversaire, eh bien, c'est nous-mêmes. La toute première bataille à remporter, et de loin la plus importante, elle se passe à l'intérieur de notre propre tête. La panique, ce n'est pas juste avoir très peur. C'est un véritable court-circuit cérébral. Les scientifiques appellent ça un détournement de l'amygdale. En gros, la partie logique de notre cerveau, celle qui prend les décisions rationnelles, est complètement déconnectée. On ne pense plus, on ne fait que réagir, souvent de manière totalement stupide, avec une vision en tunnel qui nous rend aveugles à la solution qui est parfois juste sous notre nez. C'est un suicide involontaire en quelque sorte. Heureusement, il existe un antidote, un protocole tout simple mais incroyablement puissant. STOP. D'abord, S pour s'arrêter. C'est le geste le plus contre-intuitif du monde, mais c'est le plus important. Il casse le cycle de la panique. Ensuite, T pour thinker, penser. On évalue la situation froidement. O pour observer. On regarde autour de soi pour trouver des solutions, pas juste des dangers. Et enfin, P pour planifier. On se fait une petite liste de tâches simples, immédiates, pour reprendre le contrôle. L'exemple le plus spectaculaire de cette maîtrise, c'est sans doute Apollo 13. Imaginez, vous êtes à 300 000 km de chez vous, votre vaisseau explose, et la première communication, c'est cette phrase d'un calme olympien: « Houston, on a eu un problème ici, aucune panique, juste des pros qui se concentrent sur la solution. » Ils n'ont pas subi la situation, ils l'ont gérée. C'est toute la différence. Mais une fois qu'on a maîtrisé la panique, un ennemi encore plus sournois peut s'installer: le désespoir. Il porte même un nom clinique, le give up it is. C'est un état où, sans raison médicale, une personne perd la volonté de vivre. Elle abandonne. Et le corps suit. C'est la preuve tragique que la volonté de vivre est une fonction vitale, au même titre que respirer. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de la mort, a parfaitement résumé l'arme absolue contre ce désespoir. Même quand on nous a tout pris, il nous reste cette liberté fondamentale, celle de choisir notre attitude face aux événements. L'espoir, ce n'est pas un sentiment qu'on attend passivement. Non, c'est une décision qu'on prend activement. Et cette décision, cette maîtrise de soi, ce n'est pas juste une belle idée philosophique. C'est aussi un outil de gestion extrêmement concret. Ça nous amène à voir la survie sous un autre angle, un angle beaucoup plus pragmatique, où l'esprit devient le PDG de nos ressources les plus précieuses. Il faut s'imaginer comme le PDG d'une entreprise au bord de la faillite. Le capital de cette entreprise, ce sont les calories qu'on a en stock dans notre corps. Chaque mouvement, chaque pensée stressante, c'est une dépense. Et chaque dépense doit être justifiée par un retour sur investissement. Sinon, c'est la banqueroute. Et ici, la banqueroute, c'est la mort. Et quand on regarde où part cette énergie, c'est assez révélateur. La moitié, 50% de notre énergie, sert juste à maintenir notre corps à 37 degrés. C'est absolument colossal. Loin derrière, on a l'effort physique et juste après, l'effort mental. Le stress, la panique, ça consomme énormément. On comprend tout de suite pourquoi construire un abri n'est pas un luxe, mais l'investissement numéro 1 à faire. L'histoire tragique de Christopher McCandless, qu'on a connu dans Into the Wild, c'est l'illustration parfaite d'un mauvais calcul économique.
Il a dépensé une énergie folle pour chasser un orignal, un gain potentiellement énorme, mais comme il n'a pas su conserver la viande, tout ce gain s'est transformé en une perte nette de calories catastrophique. Ce n'est pas le courage qui lui a manqué, c'est la stratégie. Au-delà de l'économie, il y a la créativité. Et son pire ennemi, c'est un biais cognitif qu'on a tous, la fixité fonctionnelle. En clair, c'est le fait de voir un marteau et de ne penser qu'à une seule chose, planter des clous. En situation de survie, cette rigidité d'esprit peut être fatale. Prenons un exemple tout simple, un rétroviseur de voiture. Pour la plupart des gens, c'est juste un miroir pour regarder ce qui se passe derrière. Mais un survivant entraîné, lui, il ne voit pas un objet, il voit un inventaire de propriétés. Et d'un coup, ce simple rétroviseur devient un miroir de signalisation pour l'aviation, un outil coupant si on le brise, une petite pelle pour creuser ou même un réflecteur pour allumer un feu. Le survivant déconstruit son environnement pour le réassembler selon ses besoins. Revenons une dernière fois à Apollo 13. Le problème était simple, faire rentrer un filtre à CO2 carré dans un trou rond. Impossible si on est bloqué par la fixité fonctionnelle. Mais les ingénieurs au sol ont redéfini le besoin. Il ne leur fallait pas un filtre, mais un adaptateur. Ils ont listé tout ce qu'il y avait à bord. Du scotch, la couverture d'un manuel, un sac plastique, et ils ont inventé cette boîte aux lettres improbable qui a sauvé l'équipage. Et puis, il y a l'histoire incroyable de Poon Lim. Il a survécu 133 jours seul sur un radeau. Son histoire, c'est un véritable catalogue d'inventions nées du besoin. Il a tout démonté, tout transformé, tout réimaginé, du fil de sa lampe torche à la toile de son gilet de sauvetage. Il a refusé de voir les objets pour ce qu'ils étaient et a préféré les voir pour ce qu'ils pouvaient devenir. Alors, après avoir parlé de la peur, du désespoir, de l'économie de l'énergie et de la créativité, quel est au final l'outil de survie ultime? Le point essentiel, le voilà. L'équipement, on peut le perdre. Le corps, il peut être blessé. Mais un esprit qui est calme, qui est adaptable, qui est économe et créatif, cet esprit peut transformer la pire des situations en une chance de s'en sortir. C'est le seul outil qu'on ne peut jamais nous enlever, et c'est celui qui peut fabriquer tous les autres. Et tout ça, ça nous ramène à une dernière réflexion. Ces principes de survie, ils ne s'appliquent pas qu'aux situations extrêmes. Chaque jour, on fait tous face à nos propres urgences. Le stress au travail, les défis personnels, les imprévus. La vraie question, c'est de savoir si, face à ces urgences, on utilise le bon outil.